Bonjour à toutes et à tous. Comme l'a indiqué Philippe Passot, donc moi je suis Jean-François Trinquecos, je suis professeur émérite à l'université et président d'un observatoire qui s'appelle l'Observatoire Aquitain des tendances en marketing aussi. Et comme Philippe l'a indiqué, je vais présenter la synthèse d'un livret, d'un rapport que vous aurez à votre disposition très prochainement. Et comme tous les ans, c'est un travail d'étudiants, c'est un travail qui est produit par un groupe d'étudiants du master de marketing stratégique de l'IAE. Ce master est dirigé par Michael Flakanji, qui va intervenir juste après moi. Et il s'agit d'un travail de repérage, de sélection et de restitution sous forme de fiches de lecture avec des implications managériales de la production académique récente. Et donc le prochain rapport auquel vous aurez accès restitue une sélection de cette production académique pour l'année 2019 et 2020. Voilà. Et donc pour restituer ce travail sous forme de synthèse, j'ai essayé de regrouper quelques idées forces qui se dégagent de la lecture du document au total. Et comme j'imagine que pour ceux notamment parmi vous qui sont habitués, on peut se poser la question de bon, cette année quoi de neuf? Et c'est d'ailleurs sur la base d'un mauvais jeu de mots que j'ai peut-être déjà fait précédemment, j'ai essayé de regrouper les conclusions de cette production académique, en tout cas la sélection qui en a été faite par les étudiants, autour de 9 idées forces qui sont, de mon point de vue, de nature à restituer une bonne partie de ce travail analytique réalisé dans l'année. Donc 9 idées forces. La première peut être formulée de la manière suivante. Les programmes sont d'autant plus vertueux commercialement qu'ils sont de nature à engendrer des émotions positives. Alors cette dimension de la production souhaitable de sentiments et d'émotions au travers des stratégies de fidélisation, et singulièrement des programmes, n'est pas une idée neuve, mais c'est une idée qui est réalimentée par des travaux empiriques de recherche, donc qui sont de nature à démontrer des idées qui peuvent être du reste des idées reçues ou des vérifications empiriques de la part des entreprises. Et plus précisément, autour de ce sujet, autour de ce thème, cette première idée force, j'ai regroupé 3 textes. Le premier texte, alors je vérifie que je tapé 2 fois, très bien. Le premier texte, donc, c'est un texte qui est issu, alors je vais citer très rapidement les revues et l'année, donc il s'agit d'un texte de 2020 qui est tiré d'une revue académique qui s'appelle Journal of Services Marketing. Et ce premier texte indique que parmi les émotions ou les sentiments que le programme de fidélisation peut s'efforcer de développer, la confiance dans l'entreprise, dans la marque, et l'engagement affectif sont des dimensions, des variables clés dans la perspective d'une adhésion à long terme à un programme de fidélité. Ce sont de véritables leviers. La confiance, donc on voit bien ce que ça veut dire. Idéalement, il faut travailler la confiance dans la marque ou dans l'enseigne générique, mais là aussi c'est une conclusion qu'on évoque souvent au fur et à mesure des restitutions. Et du reste, Philippe en a parlé aussi, la composante humaine et singulièrement le rapport aux commerciaux, quand il y en a, le personnel en contact, s'avère être un élément, comme on peut l'imaginer, déterminant de la confiance que, in abstracto, le client finit par nourrir à l'endroit de la marque ou du magasin. Il le fait par le truchement de ses rapports avec la clientèle en contact. Alors l'engagement, également, une précision, puisque c'est une notion, enfin c'est un concept, comme on dit. L'engagement, c'est un terme qui doit être pris pour ce qu'il est, hein. C'est-à-dire que si par exemple, j'ai pris un exemple, si on est très sensible au problème de la faim dans le monde, si on ne rate aucune émission à la télévision ou aucun article sur le sujet, on est évidemment concerné, ça prouve qu'on est concerné. Si on donne de l'argent, on est impliqué dans cette cause, mais si on fait partie d'une association, on est engagé. Donc ce souci d'émotion et d'engagement affectif, c'est de la part de l'entreprise la volonté d'obtenir un geste concret, effectif de la part du client, de coopération, de collaboration dans une des dimensions de l'affaire de la marque ou du magasin. Deuxième texte sur les émotions. Ces émotions et les sentiments, quand ils sont suscités, il est avéré qu'ils ont un impact, une incidence sur le comportement et l'attitude
Alors en marketing, il y a les deux mots. L'attitude est une prédisposition au comportement. Évidemment, comme en marketing, on cherche à avoir des comportements favorables aux produits, à la marque ou à l'entreprise. On considère que la prédisposition favorable est une cause du comportement effectif favorable à la marque. Et donc là, ce second article montre que quand un programme est capable de produire, de susciter de la joie ou de la fierté auprès des clients, eh bien c'est un facteur positif dans l'encouragement qu'on fait de répéter, enfin qu'ils ressentent à répéter leurs achats. Et là, on commence à voir apparaître une forme de différenciation entre ces sentiments ou ces émotions qui peuvent être suscités en fonction de la nature des programmes. Et l'article montre que la joie est plus précisément accessible avec un programme à points, quand il y a des gains sous la forme d'une récompense. C'est l'expérience de la récompense qui suscite la joie. Alors qu'un programme club client, donc un programme hiérarchique un peu distinctif, nourrit plutôt la fierté, et en particulier quand l'individu peut expliciter, rendre explicite, exhiber, c'est le terme d'anglicisme qui a été retenu ici, peut exhiber son appartenance à un sous-segment des clients fidèles qu'il estime être gratifiant pour lui-même. Troisième article, toujours dans le sens du souci de produire, de susciter des émotions. Un article qui est tiré de Psychology and Marketing, puisqu'il existe une revue de croisement entre la psychologie et le marketing, donc un article de 2020, qui met l'accent sur les récompenses spéciales et leurs vertus tout aussi spéciales. Il y a des récompenses qui sortent de l'ordinaire, et le client vit une expérience très particulière, c'est fait pour ça, et ce travail montre qu'il y a une forme de majoration de soi-même à travers l'observation, qu'on a été capable d'obtenir une récompense extraordinaire au sens propre du terme. Et donc le terme qui est utilisé dans l'article pour montrer ce lien qu'il y a entre la récompense spéciale et ses vertus en matière de fidélité, c'est l'auto-expansion. Donc à la faveur de cette récompense spéciale, l'individu, je le redis, porte un regard majoratif sur lui-même qui l'encourage à rester dans le programme. La deuxième idée force des 9 que je vais présenter, la deuxième idée force, c'est que les émotions et les sentiments, c'est bien de souhaiter évidemment les susciter, c'est vertueux, comme ça a été montré, mais il peut y avoir une forme d'ambivalence de ces sentiments et de ces émotions singulièrement engendrées par les programmes. Le premier article qui traite de cette possibilité d'ambivalence est également un article de 2020 qui est tiré de International Journal of Retail and Distribution Management. Et il indique, comme vous pouvez le lire, je vous laisse le temps de la lecture, qu'il peut y avoir des ressentis variables à l'endroit des programmes de fidélité. On le sait parce qu'il y a des émissions de télévision qui aiment mettre l'accent sur la présumée dépendance des clients au programme de fidélisation. Donc il y a un sous-segment d'individus qui peut ressentir une force excessive dans le lien qui l'unit à une marque au travers des programmes de fidélisation. Donc les mots qui ont été utilisés, c'est un mariage trop fort, une fidélité quasiment forcée, donc pour ce sous-ensemble d'individus, un programme de fidélité particulièrement dynamique peut être vécu comme intrusif et s'avérer contre-productif. Deuxième registre sur cette ambivalence, deuxième article, c'est un article paru en 2019 dans International Journal of Hospitality Management, puisqu'il traite de ça. Alors là, c'est un sujet qu'on a déjà rencontré les années précédentes, c'est-à-dire que les clients sont particulièrement sensibles à la perception de l'équité et de la justice dans un programme de fidélisation. Et quand ils se comparent, s'ils ont le sentiment que certains clients ont un statut ou des récompenses qui sont meilleures que les leurs, alors qu'ils ont le sentiment de ne pas avoir démérité, et ils nourrissent un sentiment qui est plutôt négatif à l'endroit de l'entreprise et de la marque. Particulièrement vrai comme c'est écrit sur les programmes de fidélité hiérarchique. J'ajoute que ça faisait partie des
des informations qui ont été communiquées lors des toutes dernières années précédentes. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ce sentiment d'injustice ou d'iniquité dans les deux sens. C'est-à-dire quand un client a le sentiment qu'il est maltraité, il n'est pas content, mais quand il a le sentiment d'être mieux traité que d'autres clients, alors qu'il a le sentiment de ne pas leur être supérieur en termes de consommation ou de mérite, ça nourrit une forme d'inquiétude. Donc l'ambivalence est vraiment liée au sentiment d'inéquité et d'injustice, quelle que soit la partie que l'on occupe, une partie favorable ou une partie défavorable. Troisième texte sur cette ambivalence. Alors ça c'est un sujet qui est très important, il est tiré, enfin important, ils sont tous importants, mais il est tiré de deux textes de 2020, le premier dans International Journal of Research in Marketing, le second dans Journal of Services Marketing. Vous trouverez évidemment tous ces textes dans le rapport auquel vous pourrez accéder, évidemment, et d'ailleurs ma présentation ne prétend absolument pas se substituer à la lecture que vous en ferez. Alors là il est question du caractère délicat des formes de rétrogradation. Alors, un client, à travers un comportement d'achat donné à un statut, il va le perdre. Et donc ce sentiment à la fois d'échec dans la capacité à maintenir son statut et de rétrogradation est une source d'émotions négatives et donc de sentiments problématiques à terme pour l'entreprise, puisqu'il a une forme de, je ne sais pas si le mot rancune convient, mais en tout cas il n'est pas content et il associe, projette, il le doit à son comportement bien évidemment, mais il a tendance à englober la marque et la société. Troisième idée force, donc comme les émotions positives sont la clé, une des clés de la fidélisation à long terme, comme les émotions ne peuvent pas garantir n'être que positives, il va falloir éviter les effets négatifs, et quand ils existent factuellement, il va falloir en amortir le choc à travers la communication. Donc il y a toute une série de textes, des recherches, qui montrent le caractère déterminant de la communication pour maintenir la fidélité. Le premier de ces textes, donc il y en a 5 en l'occurrence sur la communication. Le premier de ces textes, donc tiré de European Journal of Marketing, il est de 2020, montre que ce sentiment de rétrogradation a une incidence particulièrement négative, ou potentiellement négative, sur le comportement de fidélité, évidemment, lorsque le client l'a appris. Donc il a un phénomène de frustration. Et par conséquent, on peut amortir cette frustration par une communication qui est adaptée. Et j'ajoute que l'enjeu est très important parce que l'étude montre qu'empiriquement, il est avéré que les clients qui vivent ce sentiment de rétrogradation ont une fidélité à terme inférieure aux clients qui n'ont pas vécu la rétrogradation. Donc il y a une latence, enfin pas une latence, une rémanence de ce mécontentement dans les comportements ultérieurs qui est un enjeu pour la société. Deuxième remarque, donc évidemment, donc on voit bien l'importance de la manière de communiquer sur la rétrogradation. On voit aussi l'importance d'une communication précédant la rétrogradation, c'est-à-dire une mise en alerte. Il est parfois même question des vertus d'une seconde chance donnée aux clients, et dans tous les cas de figure, de l'effet positif de l'information, de l'avertissement sur une rétrogradation probable à venir. Troisième article de cette troisième idée force tirée de Journal of Business Research en 2019, un article intéressant qui montre que l'efficacité des communications dépend aussi de la nature des programmes, c'est-à-dire qu'on ne communique pas. Je n'ai plus le PowerPoint, merci. Donc on ne communique pas avec la même efficacité, avec la même communication sur des programmes différents, en particulier des programmes de points ou des programmes de fierté. Et là, donc, il y a un slogan qui est très américain, on verra l'importance de la culture, c'est soyez fiers d'avoir les récompenses, etc. Donc, l'idée force, c'est l'adaptation de la communication au programme de fidélité. Et ensuite, il est également mentionné le fait que dans les clubs clients, on a plus intérêt à communiquer de manière positive sur la progression réalisée, évidemment, que sur ce qui a été perdu. Autre article, l'article dit au fond, comme la communication est absolument déterminante pour éviter les effets négatifs de la rétrogradation et avertir, il est important d'utiliser le bon langage sur le bon programme, et donc c'est l'importance de la donnée recueillie
sur le consommateur. Et on retrouvera cette idée qui va vraiment s'avérer être un facteur d'efficacité pour la communication, pour éviter les sentiments négatifs. La quatrième idée force de ce rapport, c'est l'importance de l'innovation et de la gamification. Donc là-dessus, sur ce point particulier, il y a 3 papiers que vous trouverez en particulier. Le premier article indique que empiriquement, toujours pareil, c'est-à-dire il est avéré qu'un dispositif qui associe la stratégie de fidélisation au caractère ludique du programme est un facteur d'efficacité. Et qu'il est plus efficace qu'un programme de fidélité qui pourrait être plus conventionnel. On retrouvera l'idée aussi que tout dépend naturellement du système concurrentiel et de qui fait quoi en matière de concurrence. En tout cas, la gamification est une clé de l'efficacité. Deuxième remarque, dans la personnalisation ou la gamification, c'est-à-dire le fait des récompenses exceptionnelles, en tout cas pragmatiquement par ses effets, peut être associé à la gamification. Il y a un facteur de jeu, c'est parfois vrai, même dans certains programmes qui sont étudiés dans certains articles, qui sont des programmes de récompense un peu aléatoires, où la récompense peut être disproportionnée, encore une fois, par rapport au mérite lié au comportement effectif. Donc, les récompenses exceptionnelles peuvent être associées à la gamification en termes de vertu et de contribution positive pour la fidélité. Et ensuite, l'article qui suit, donc le troisième article qui est tiré de Journal of Business Research, indique aussi que l'efficacité de cette personnalisation et de gamification des programmes est non seulement en termes de marketing sur la fidélité elle-même, mais plus largement, elle est observée sur la compétitivité de l'entreprise, singulièrement en termes d'évolution de part de marché dans son environnement concurrentiel. La cinquième idée force, c'est que le digital semble être de nature, alors semble évidemment qu'il l'est, mais ces travaux scientifiques, académiques ont pour vertu évidemment de donner un corps factuel, empirique, comme on dit, scientifique, à des convictions qu'on peut avoir. Le digital réinvente la relation client. Pourquoi ? Premier texte qu'il indique, c'est que il y a une importance avérée des réseaux sociaux sur le programme de fidélité, et que les réseaux sociaux sont un outil d'obtention de l'engagement des clients dont on a pu dire tout à fait au début qu'il était extrêmement important. La deuxième idée de cette réinvention du digital, c'est que le digital permet aussi une sollicitation des échanges, et notamment dans les réseaux sociaux, qui se fondent sur les mots-clés utilisés par les clients eux-mêmes, pour peu qu'on ait le souci évidemment d'analyser ces échanges et d'essayer de repérer les mots-clés et les émotions également qui sont les plus évoquées. Troisième article sur cette réinvention de la relation client par le digital, c'est que l'importance de ce point de vue des stratégies omnicanales, qui semblent mieux que d'autres permettre l'amélioration de la connaissance du client et donc d'avoir les moyens d'une optimisation de la stratégie de fidélisation. Sixième idée, quelques articles qui sont liés aux limites des stratégies de fidélisation uniformes quand l'entreprise est internationale. Et donc, elles mettent l'accent sur la variable culturelle comme variable dont il faut tenir compte pour une différenciation des programmes selon la culture des zones géographiques ou des pays qui sont concernés. Et tout particulièrement, donc là, le travail se fonde sur une classification classique qui est celle d'Hofstede, bon, je passe, mais il en ressort que un programme unique risque de ne pas être identiquement efficace dans des zones géographiques différentes, selon que les clients des pays concernés ou des régions concernées ont une forte propension à l'individualisme ou au collectivisme, ainsi que son aversion au risque. Dans le premier cas, ce sont des programmes qui sont plutôt centrés sur son intérêt personnel, dans d'autres cas sur la dotation d'associations, donc une dimension un peu plus humaniste et altruiste. Et dans le second cas, l'aversion au risque est liée également
au comportement à l'égard de la fidélité à moyen et long terme. C'est-à-dire ces avantages qui sont très différés par rapport aux avantages immédiats. Voilà, et là c'est un second texte aussi qui corrobore ça, donc il n'apporte pas grand-chose, mais il est dans la même veine, il explique que l'étude montre qu'il y a un rapport d'efficacité selon que le programme tient compte précisément de cette dimension culturelle. Septième idée force, on a beaucoup mis l'accent sur l'émotion et les sentiments. On voit la relation, c'est fait, le lien, il est fait de quelque chose d'affectif. Pour le reste, sinon, on ne passe pas dans le marketing relationnel, on reste dans un marketing transactionnel. Oui, mais pour autant, il y a toute une série de papiers qui montrent que la rationalité, il faut garder les pieds sur terre, et que la rationalité du client doit être toujours prise en compte. Il y a un premier texte en la matière, il y a surtout donc un texte déterminant qui indique que même dans le cadre des récompenses spéciales, donc qui sont un peu extraordinaires, eh bien l'étude montre que les clients s'orientent vers les récompenses spéciales qui maximisent, qui sont liées au diagnostic coût-bénéfice et aux avantages, à l'appréciation relative des avantages des différents programmes de fidélité, de fidélisation qui sont présentés dans l'environnement concurrentiel. Huitième et donc avant-dernière idée force structurante de ma synthèse, enfin de la synthèse que je fais ce travail, encore une fois d'étudiants que vous trouverez dans peu de temps sur le site, vous serez informés. Cette rationalité demeure une rationalité, on s'en serait douté, qu'une rationalité limitée, c'est-à-dire qu'elle est bon, il y a deux articles que j'ai réunis, un premier qui est de 2020 toujours, de Journal of Services Marketing, le second de Journal of Marketing Research. Dans les deux cas, il montre que cette rationalité à l'œuvre conduit la plupart du temps les clients à préférer les bénéfices de court terme aux bénéfices de long terme en adhérant à un programme. Alors c'est là qu'on peut aussi croiser avec la dimension culturelle de l'aversion au risque, c'est-à-dire plus on est dans des cultures d'aversion au risque, et plus le primat du court terme est important par rapport à ce qui paraît comme une hypothèque pour les clients sur le programme de différer les avantages à long terme. Et quant à la neuvième et dernière idée force, elle est structurée autour, enfin, je sélectionné deux articles pour en rendre compte. Le premier, il est intéressant parce qu'il est plutôt de nature à rassurer les entreprises qui souhaitent entrer dans les programmes de fidélisation. C'est un article qui montre, qui prouve le rapport qu'il y a, donc l'impact positif à la fois à court terme et à moyen terme de la fidélité des programmes sur les ventes et le bénéfice brut de l'entreprise. Simplement, l'article conclut que cet effet vertueux du programme de fidélité, à la fois d'un point de vue commercial et d'un point de vue financier, ne se révèle que lorsque le programme utilisé est adapté évidemment aux clients et à la culture, comme on l'a dit par exemple précédemment. Et c'est encore la conclusion. C'est la conclusion du second papier sur le même type de travail empirique, avec le même type de preuves. Oui, les programmes de fidélité fonctionnent, marchent, sont vertueux, non seulement pour l'observation de la répétition des comportements, donc la fidélité comportementale et attitudinale, l'attachement, l'engagement et la confiance à l'égard de l'entreprise, mais au final, tout ça à terme est vertueux aussi pour l'entreprise, sa compétitivité commerciale et sa rentabilité financière. Voilà, donc au final, si ces 9 idées forces devaient être résumées sous forme lapidaire, on retiendra comme idée portée par ces travaux scientifiques l'intérêt de susciter l'émotion et les sentiments positifs, le souci de garder les pieds sur terre en conservant la comparaison coût-avantage des programmes matériels et immatériels dans un contexte concurrentiel, c'est-à-dire en comparant les vertus spécifiques de son programme à ceux de la concurrence. Créer surtout des programmes justes et équitables, et surtout ne pas créer des programmes qui apparaissent être injustes et inéquitables. Intégrer la dimension culturelle des clients auxquels il est destiné dans le cas d'entreprises internationales. Je n'ai pas trouvé d'article qui pourrait conclure ça pour des cultures intranationales.
je ne sais pas s'il y a eu des travaux dessus, en tout cas, la livraison de l'année, entre guillemets, ne me permet pas de dire quoi que ce soit sur le sujet. Ensuite, personnaliser les programmes quand c'est possible et les gamifier, introduire une dimension ludique, de plaisir. Exploiter le potentiel du digital, notamment en matière de recueil de données sur les clients pour l'axe de communication et même la forme de la communication. Et enfin, accorder précisément de l'importance à la communication pour éviter les sentiments négatifs dans le cas des rétrogradations et les éviter a priori dans les cas de communication destinés à avertir le client qu'il peut perdre son statut. Voilà. Et à ces conditions-là, la production 2019-2020 qui a été réalisée par les étudiants montre que les programmes de fidélité, de fidélisation représentent un levier avéré, incontestable de performance financière.